je participe actuellement à la recherche de la pierre à l'enclume, financée par le ministère de la Culture et Communication du gouvernement du Québec, qui a pour but de redécouvrir la chaîne opératoire des outils traditionnels d'avant 1880 qui ont servi à tailler la pierre grise de notre histoire à Montréal et au Québec. Un peu de perlite dedans. Ouais. Puis là, ben, tu as plus de cématite. T'as excès de cématite avec un peu de perlite dedans. Le cématite, c'est des carbures. C'est ça, exact. Ouais. C'est des carbures dans une matrice de perlite. Ouais. Puis là, ben, t'as du perlite dans une matrice de fer. Exact. Fait Là, que nous, on est à 1% ici. nous, on là. est, ouais, Comme forgeron, notre rôle dans cette recherche-là, c'est de travailler directement avec le tailleur de pierre en atelier, qui, lui, nous commente la qualité des outils qu'on lui fournit. De cette appréciation-là, on change nos procédés de fabrication ou de trempe ou de matériel jusqu'à temps que ce procédé itératif-là nous amène à une conclusion satisfaisante de la part du tailleur de pierre. Donc, on a travaillé sur des outils comme la gradine, le ciseau droit. On a aussi fait des gravelets, donc des ciseaux plus fins pour faire de la finition ou des détails plus comme ça. Des trépans pour pouvoir percer des trous, pour fendre la pierre en fait avec les coins, ce qu'on appelle des coins jumelles, qu'on va insérer dans la pierre comme ça, mettre le coin dedans et taper dessus avec une masse, plusieurs comme ça, et on va fendre la pierre. On se base également pas juste sur les connaissances de ce tailleur de pierre-là, mais aussi sur l'étude des artefacts anciens qui sont disponibles. Donc, notre rôle, c'est de documenter, archiver les procédures qu'on découvre dans ce processus itératif-là, de les rendre accessibles aux générations actuelles et futures à travers diverses sources de médiation culturelle et de matériel didactique. J'utilise des techniques que j'ai apprises dans des écoles traditionnelles. Quand j'ai fait ma technique en génie mécanique, un des modules, c'était fabrication d'outils, puis c'était plus comment fabriquer des outils qui vont fabriquer d'autres outils. Là, on parle de die et de moule, puis j'utilise la même approche. Mais moi, je l'ai appris là, mais cette approche-là, c'est l'approche forgeron ancien, ancestral, qui est adaptée pour des besoins modernes. Je partis avec une hypothèse, je fais un prototype. On l'essaie, ça n'a pas marché bien, mais j'adapte mon outillage pour faire un deuxième prototype, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on obtient le résultat tel que la pièce historique était. C'est le processus itératif. Oui, c'est erreur. C'est ça, hein, c'est l'étude de l'objet ancien qui détermine comment ça a été fait. L'autre chose, que juste en observant l'outil, parfois on peut voir de manière vraiment très claire qu'il y a eu un coup de tranche à cette place-là, il y a eu un petit coup de lime. Mais aussi, l'autre chose qui est vraiment intéressante, c'est de pouvoir avoir l'avis directement du tailleur de pierre. Ça aide à progresser vraiment très très vite. On en apprend beaucoup plus sur les spécificités des outils de la pierre. L'approche humaine que ça amène justement que, OK, il y a un problème, ben il peut venir me voir, puis on va s'arranger, puis on va pouvoir corriger la situation, arranger l'outil, corriger l'angle, le reforger différemment. Les outils donnent un aspect à la pierre qui est important. Puis quand on veut restaurer de la pierre, eh ben c'est sûr que retrouver les bonnes finitions, retrouver les bonnes traces d'outils, c'est très important pour non seulement l'aspect de la pierre restaurée, aussi pour un peu laisser des traces pour les futurs restaurateurs qui restaureront ces pierres-là. Le fait d'avoir un forgeron à proximité, ça permet justement d'adapter les outils en fonction de ce qu'on veut retrouver. Il y a des outils qui ne se font plus ou qu'on a plus de mal à retrouver ou qui sont plus utilisés. Et là, d'avoir le forgeron à proximité, ça permet d'une part de retrouver exactement les traces qu'on veut, les bons outils qui laissent les bonnes traces,
Et ça permet aussi, si jamais on a un outil qui brise ou qui est plus assez affûté ou qui est plus à notre goût, on peut le ramener au forgeron pour qu'il nous le reforge jusqu'à ce que l'outil soit, il n'y ait plus assez de métal, mais ça fait des outils qui sont extrêmement durables. Fait que la collaboration entre artisans, que moi, comme forgeron, je fasse une recherche sur comment faire ces outils-là, Ouais. sans toi, n'a aucun sens. Oui, Puis toi, tu commentes en me disant, mais finalement, c'est ça que j'aime. Puis de là, moi, je suis capable de dire, ben c'est comme ça que c'était fait, puis c'est comme ça qu'il faut que je le fasse pour le tailleur de pierre. ce qui est sûr déjà, ce dont on est sûr, c'est que dans tous les anciens ateliers de taille de pierre et même dans les carrières, il y avait toujours une forge. De ce que nous disait Sylvain No, c'est qu'il y avait quand même plusieurs forgerons à Saint-Marc-des-Carrières et à Deschambault. Puis on sait que les tailleurs de pierre et les ateliers de taille de pierre, les entreprises de taille de pierre, avaient leurs habitudes avec un forgeron ou un autre. C'est que d'un tailleur de pierre à l'autre, les outils n'étaient pas tous de la même largeur et tout ça. Passe-moi donc l'artefact qui est là. Ça, c'était super intéressant aussi avec André, le tourneur. On s'est rendu compte que c'était du chêne rouge Oui, pris, je pense. pris Ouais. dans une fourche. Donc, ça veut dire que l'arbre se sépare, ce qui veut dire qu'il y a un nœud dans la composition du grain, ce qui fait qu'il est plus durable. Je suis tourneur professionnel depuis plusieurs années. Je suis particulièrement versé sur la technique. J'ai développé beaucoup de techniques de tournage. J'ai même développé des outils de tournage. Et puis, comme technicien du tournage, je m'intéresse toujours aux outils. Sorti beaucoup d'objets inusités, mais toujours axés vers la fonction. J'ai toujours dit d'ailleurs que l'esthétique d'un objet ne souffre pas de la fonction, au contraire. Lorsqu'on épure la fonction d'un outil, il devient beau. Et la nature le prouve et tous les vieux outils le prouvent aussi. Avec André, on est tout à fait capable d'avoir la discussion puis de développer le produit pour que vraiment il soit à notre main, qu'il soit vraiment à ma main puis que moi je puisse le tester comme il faut. C'est sûr que dans des contrats de restauration, tout ça, on cherche toujours les méthodes traditionnelles parce que c'est à travers celles-ci qu'on va retrouver le vrai fini original, on s'entend, qui en général est pas mal plus intéressant qu'un travail industriel, tu sais, de machine. C'est pas pareil. C'est super important de faire des recherches comme ça, puis de vraiment aller plus loin, là. Puis on félicite le MCC, d'ailleurs, le ministère de la Culture et de la Communication, de nous avoir octroyé cette subvention-là. J'espère que le résultat de cette recherche-là va convaincre le gouvernement d'investir encore dans d'autres recherches d'approfondissement, parce que on ne sait pas, quand on regarde des bâtiments, on se promène puis on les voit, on ne sait pas exactement avec quel outil, avec quelle technique ils ont été faits. Puis on ne peut pas retirer une pierre taillée, par exemple, d'un bâtiment patrimonial, puis le remplacer par une pierre qui a été faite à la machine, usinée à la machine, parce qu'on va retirer l'indice que cette recherche-là, l'étude de cette recherche-là nous permet d'étudier ces indices-là qui sont encore présents, qui ont besoin d'être entretenus, mais qui sont encore présents, puis dont toute l'information est inscrite. C'est comme un livre ouvert, là. On peut lire comment elle a été faite par la marque de l'outil. Ce que je pense qu'il est vraiment important de retrouver comment les outils étaient faits, c'est de pouvoir restaurer correctement nos bâtiments. Il manque pas mal d'amour depuis déjà beaucoup trop longtemps, puis si on laisse ça aller de même, on va finir par perdre un petit peu une partie de nous-mêmes si on veut, parce que le patrimoine bâti, c'est notre histoire, c'est notre héritage, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus et les restaurer comme il se doit. Ils l'ont fait, tu sais, jusqu'à la Révolution industrielle, ça s'est fait comme ça, avec des forgerons et des techniques ancestrales, puis ça s'est perdu. Puis de redécouvrir ça, bien, ça permet de revenir à des modes de fabrication qui sont à échelle humaine, qui sont en dehors de ce que l'industrie peut fournir. Les phases d'extraction, là, on les voit très nettement. Donc d'abord, il faisait le rough avec les coins jumelles, puis ensuite, il faisait la finition soit à la main, soit à la chasse-masse. Moi, ce que j'ai trouvé attrayant dans ce projet-là, c'est des outils pour la tête de pierre, mais c'est la redécouverte de comment fabriquer un outil. C'est une puissance extraordinaire, en fait, d'être capable de fournir un besoin
avec une technologie qui est pas... comme tu l'as dit, là, ça a été fait comme ça pendant très longtemps. C'est une des raisons qui m'a amené à faire la forge, là, c'est être capable de fournir en outils, en nos besoins. Bouchardage, là, ici, on voit encore le bouchardage. Là, on voit que ça a été layé. Mais ça a été rodé, fait qu'on perd le fil. On le voit presque plus. Les gens, à cette époque-là, ne documentaient pas. Non. Ils le faisaient pas, c'était comme ça, le savoir était là, puis ils construisaient, puis c'était comme pour eux autres, ça devait être inconcevable de devoir écrire comment ça a été fait, alors que ça se fait toujours comme ça depuis 3000 ans, ou peu importe. Ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'il y aurait une perte de savoir, une brisure, qui aujourd'hui, nous, on essaie de redécouvrir à travers le témoin de l'histoire, qui est le bâtiment. Exact. Puis d'aller de cette marque-là jusqu'au forgeron qui doit reproduire l'outil. Oui, exactement. Fait que nous, il faut qu'on documente parce que ça risque encore de se perdre. On le sait que ça peut se perdre. Cette recherche-là, Alex, on l'a fait parce que, entre autres, des machines remplacent l'humain. Ces machines-là taillent des pierres pour remplacer des pierres anciennes sur des monuments patrimoniaux. Puis, si on faisait ça sur l'ensemble de nos bâtiments patrimoniaux, les prochaines générations auraient juste la marque de l'outil, de la machine, puis on perdrait définitivement les techniques traditionnelles qui ont permis la construction de ces bâtiments-là. On n'est pas obligé d'avoir des outils standardisés et que c'est pas obligé de passer par une industrie, qu'on peut aussi justement la possibilité de fabriquer des choses qui sont pas standardisées et qui sont vraiment qu'on peut faire à notre main puis que c'est possible, que ça existe. Il y a des gens qui ne savent même pas que c'est possible ce qu'on fait puis ce qu'Alex fait aussi, là. Tu sais, des architectes qui, eux autres, sont en charge d'un projet, ils ne savent même pas que l'option de le refaire à l'ancienne existe. Avoir les outils puis documenter comment c'est fait, comment c'est utilisé, c'est un excellent départ. Le patrimoine bâti, ça fait partie de notre histoire, c'est notre héritage. Il faut vraiment faire quelque chose pour l'entretenir puis que ça perdure encore au lieu de juste tout laisser ça aller pendant 50 ans, 100 ans, puis que finalement on fait juste le mettre à terre. On fait une nouvelle construction moderne là-dessus. Si on continue de même ou qu'on les restaure, mais avec les moyens modernes, au final, on vient de perdre une partie de nous-mêmes, de notre histoire, puis c'est pas quelque chose qu'on doit laisser aller. Comme société, on est rendu à se poser des questions sur où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Puis de garder en vie ces savoirs-là, c'est pas juste pour la restauration du patrimoine, parce que c'est des besoins essentiels de travailler la pierre, le bois, l'agriculture. Puis ben, je pense que le forgeron puis les artisans de tout domaine ont intérêt à travailler ensemble pour redécouvrir ces techniques-là, ces outils-là, comment ils étaient faits, puis à quoi ils servent. Oui, exactement. Donc, ça prend plus de recherche, comme on est en train de faire. Exactement, oui. C'est ça, oui. Il faut continuer. Ce que je souhaite qu'il soit vu à travers cette recherche-là, c'est que les gens comprennent qu'à échelle humaine, on est capable de faire de grandes choses avec des moyens très, très simples. Oui. Que c'est possible, puis que ces savoir-faire-là sont encore actuels et accessibles. Je pense que ça, c'est important de pouvoir le garder accessible et de le retransmettre aux générations futures, que ce soit les apprentis de la forge ou les apprentis de la pierre. Il va vraiment falloir qu'on mette ça dans le musée aux forges, accessible à la communauté. D'ailleurs, il y a des panneaux d'étapes de fabrication de chacun des outils qui vont être disponibles. Puis on va faire un événement, on va inviter tout le monde à venir voir ça, là. Nous autres, on est partis, on n'avait pas d'informations. Le tailleur de pierre nous donnait de l'information, on regardait des marques, on a visité des gens, on est allé collecter l'information qui était disponible, puis on arrive à ça quand même en plusieurs mois de recherche. Mais ce qu'on laisse, c'est accessible. Donc, si on passe nos vies à faire des recherches comme ça, ce qu'on va laisser à ces générations futures-là, c'est tout le temps que nous, on a mis, qu'eux n'auront pas besoin de mettre.